Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine à Infotémis, nous avons un pas de plus pour le complexe aquatique à Ville-Marie, des cours prénataux pour hommes grâce au groupe Images, les urgences de l'Abitibi-Témiscamingue aux prises avec une pénurie de pharmaciens, la quantité d'arsenic dépasse largement la zone tampon à Rouyn-Noranda, le Québec est très touché par les nouveaux cas de VIH et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. Au Témiscamingue, près de 10 000 déplacements en transport adapté et collectif ont été complétés en 2023. La directrice de transport adapté et collectif du Témiscamingue, Anne Villeneuve, souhaite ajouter des arrêts et des aires d'attente et aider à maintenir le transport interurbain. La priorité est donnée aux personnes à mobilité réduite, mais toutes les places vacantes sont disponibles pour la population en général. C'est comme ça qu'on fait notre transport collectif en utilisant nos véhicules adaptés. Anne Villeneuve ajoute par exemple que des étudiants font appel aux services pour se rendre en cours ou pour des activités. Des services de covoiturage et de transport bénévole pour aller à des rendez-vous médicaux sont aussi offerts. Plus de 450 000 $ en aide financière ponctuelle ont été annoncés par le gouvernement du Québec pour le transport collectif et adapté dans le secteur d'Abitibi-Est et près de 300 000 $ dans les circonscriptions d'Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Les sommes de 53 000 $ remises à la MRC du Témiscamingue et de 13 000 $ pour la ville de Témiscamingue réjouissent Anne Villeneuve, même cette aide pour le transport adapté et collectif est pour 2 ans. Elle y voit la reconnaissance de l'importance du service, mais souligne qu'il en faudrait davantage. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme que cette aide est la bienvenue, mais selon elle, ce n'est pas suffisant pour continuer à améliorer les services actuellement en place. On ne se le cache pas, les revenus ont diminué avec la perte d'achalandage de nos passagers, des gens qui prennent l'autobus. Et d'un autre côté, on a une augmentation des coûts d'exploitation qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs transports organismes MRC qui se retrouvaient à vivre des déficits importants dus à cette problématique-là. La pandémie nous a apporté ça, se désole la directrice de transport adapté et collectif du Témiscamingue, ajoutant avoir aussi bénéficié de programmes d'aide d'urgence. Elle souligne que les 5 MRC de la région se concertent pour développer le service et le rendre plus attrayant. Ville-Marie est présentement orpheline d'un centre aquatique depuis que celui qui se trouvait dans les sous-sols de l'hôtel de ville a fermé ses portes en 2019. C'est l'organisme du complexe des eaux profondes qui travaille sur le projet d'un retour d'une piscine dans le sud du Témiscamingue. C'est depuis 2020 que l'organisme à but non lucratif planche sur le dossier et c'est au mois de décembre dernier qu'ils ont franchi un pas de plus en soumettant formellement le projet à un programme de financement du gouvernement du Québec. Toutefois, la facture pour le futur centre aquatique s'élève présentement à 26 millions de dollars, soit 6 millions de plus que ce que le gouvernement offre dans la subvention. Présentement, ils sont dans l'attente d'une réponse des députés locaux impliqués pour un plus ample financement. Un retour est attendu d'ici la fin de l'été, mentionne la secrétaire du complexe des eaux profondes, France Lessard. Bien qu'il y ait une piscine présentement à Témiscamingue, le manque d'installation à Ville-Marie pose quand même plusieurs enjeux, notamment d'apprendre aux jeunes écoliers à nager et à former de futurs sauveteurs. On parle également d'un pouvoir de rétention et d'attraction de la population. Si les loisirs sportifs sont une compétence qui relève des municipalités, le projet d'un retour est chaudement supporté par la MRC du Témiscamingue. Selon la préfète Claire Bolduc,
Lorrainville avait également été envisagé pour l'accueil du centre aquatique. Grâce à une collaboration avec le groupe Image, des cours prénataux pour hommes se sont rajoutés dernièrement à l'offre du CISAT. Un premier groupe, composé d'un minimum de 8 pères et futurs pères, a débuté le 7 février dernier. Les cours prénataux ont pris un gros virage cette année et le groupe Image a été interpellé à y participer. Dans les faits, c'est une demande du ministère qui veut qu'on rapproche davantage les pères à la naissance. Le but est de valoriser leur rôle dès la naissance du bébé et de dire que leur rôle est aussi important que celui de la maman dans le développement de l'enfant. L'organisme souhaite tenir une rencontre par mois dans laquelle une thématique différente sera abordée. Les papas vivent aussi beaucoup de changements durant la grossesse, pas physiques, mais des changements dans la relation avec la conjointe, le changement du corps de la femme, comment vivre le rapport avec la bédaine, qui peut être différent. Ils peuvent aussi vivre un stress par rapport à l'accouchement. Le groupe Image voulait vraiment aborder des thématiques particulières pour échanger avec eux afin qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions. Plusieurs thèmes seront abordés, dont le rôle du père et ses bienfaits, le congé de paternité, la coparentalité, la sexualité et la conciliation travail-famille. Les rencontres seront animées par des intervenants du groupe Image et des infirmiers et infirmières du CISAT. Ces nouveaux cours prénataux sont les seuls du genre en Abitibi-Témiscamingue. 6 hommes étaient déjà inscrits avant même que l'organisme partage l'invitation sur les réseaux sociaux. Le but, c'est d'aider le plus de papas à vivre leur transition avec leur enfant. Connaissez-vous le pickleball? Ce sport est pratiqué depuis quelques années au Témiscamingue, mais demeure une activité inconnue pour bien des gens. Les installations se multiplient dans nos municipalités. Ce sport est une fusion dynamique du tennis, du badminton et du tennis de table ping-pong. Il demeure accessible à tous les âges et niveaux de compétences. Grâce à sa simplicité, son faible coût d'équipement et son adaptabilité à divers environnements, l'engouement pour ce sport s'est rapidement répandu. Contrairement à d'autres sports qui peuvent nécessiter un équipement coûteux ou des installations spécialisées, le pickleball peut être pratiqué presque n'importe où, comme dans des gymnases, des cours d'école, des parcs ou à même des terrains de tennis. Le pickleball est facile à apprendre. Les règles du jeu sont simples à comprendre, ce qui permet aux débutants de commencer à jouer rapidement. Étant donné que le terrain est plus petit que celui du tennis, la distance à parcourir est réduite et rend le jeu plus gérable pour les personnes de tous âges et niveaux de conditions physiques. La moyenne d'âge des joueurs à Lorrainville est d'environ 40 ans. Il y en a de 70 ans et aussi plusieurs nouveaux arrivants au Témiscamingue viennent y jouer. Il s'agit d'un sport qui peut facilement se pratiquer en famille ou entre amis. Loi oblige, les municipalités du Québec sont tenues d'équilibrer leur budget chaque année, ce qui ne les empêche pas de s'endetter sous certaines conditions. Les résidents doivent à nouveau puiser dans leur poche pour assumer les hausses de taxes de leur municipalité. Une experte estime que le portefeuille des villes se porte bien, même si des défis subsistent. Pour analyser la situation financière d'une municipalité, la professeure associée à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste en gestion municipale, Danielle Pillette, mise sur la richesse foncière uniformisée. Contrairement à un gouvernement, une ville dépense et emprunte en fonction de sa richesse foncière. Comparé à une tranche de 100 $ de richesse foncière uniformisée, l'endettement net à long terme de Ville-Marie était de 2,20 $ pour l'année 2022. La richesse foncière uniformisée permet de comparer des municipalités de tailles différentes entre elles. C'est un indicateur qui révèle notamment la capacité des municipalités à générer des revenus à partir de leurs taxes. Mis en rapport avec l'endettement total net à long terme, la richesse foncière uniformisée révèle la ration d'endettement des villes en fonction notamment de la valeur des édifices résidentiels, commerciaux et industriels,
présents sur son territoire. La richesse foncière uniformisée de Ville-Marie en 2023 était d'environ 300 millions de dollars. Daniel Piette soutient que la situation financière des villes du Québec s'est nettement améliorée ces dernières décennies. Confrontée à des difficultés financières en 2016, Ville-Marie a réussi à accumuler des excédents de fonctionnement, indique son plus récent profil financier. C'est une situation qui survient lorsqu'une ville dépense moins que ses projections budgétaires. Ça permet à Ville-Marie d'avoir une grande marge de manœuvre financière. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la question se pose de savoir si on ne serre pas trop la ceinture aux citoyens. L'excédent accumulé par Ville-Marie dépasse la barre des 3 millions de dollars, alors que les revenus de fonctionnement oscillent autour de 5 millions de dollars, ce qui représente une proportion de près de 60 % pour l'année 2022. Contrairement à Daniel Piette, le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, relativise l'excédent que montre la municipalité. La pandémie a le dos large, mais nous avons des rénovations majeures à faire, par exemple à l'édifice Gérard Caron. Ce sont des sous qui sont généralement prévus pour des projets à venir, mais qui n'ont pas pu se réaliser en raison de la pénurie de main-d'œuvre et d'entrepreneurs. Les besoins en infrastructure de Ville-Marie poussent toutefois M. Lefebvre à écarter le scénario d'une baisse de taxes municipales. Les coûts sont toujours grandissants. Quand on est entre 3 000 et 5 000 $ du mètre pour le développement de rues, tu ne peux pas faire tellement long avant de dépenser 1 ou 2 millions de dollars. Les lois en vigueur au Québec interdisent aux municipalités de s'endetter pour financer leurs services et activités courantes. Elles peuvent contracter des dettes seulement pour acquérir des actifs, comme des immeubles. Daniel Piette croit qu'il existe de meilleurs outils que l'endettement pour mesurer la situation financière des municipalités, bien qu'il s'agisse de l'un des facteurs à considérer. L'endettement total net à long terme englobe les dettes que doivent rembourser les villes à partir notamment des revenus fiscaux qu'elles collectent, comme les taxes. Le service de la dette réfère quant à lui au fonds que réserve une ville pour rembourser sa dette et les intérêts sur sa dette. Mme Piette affirme que les villes de l'Abitibi-Témiscamingue, dans leur politique financière, semblent assez représentatives des villes moyennes au Québec. Les températures douces des dernières semaines perturbent la tenue de plusieurs activités hivernales en Abitibi-Témiscamingue. Des événements sont reportés et des sports d'hiver se heurtent à des conditions printanières. La fête des Turcs de la Tulipe et Gabouri, par exemple, a dû annuler sa soirée de patins et chocolat chaud prévue vendredi passé en raison de l'état de la glace extérieure. Cependant, la température est très clémente pour la pratique de ski de fond, mais les conditions sont printanières. Sur les lacs, des amateurs de pêche blanche se réjouissent de la température clémente, alors que d'autres sont plus craintifs. Beaucoup de gens n'ont pas emmené leur cabane à pêche sur les lacs par crainte que l'épaisseur de la glace soit insuffisante. La température actuelle est idéale pour la pêche puisque le temps plus doux augmente un peu l'activité des poissons. Devenus difficilement praticables, plusieurs patinoires extérieures et sentiers de glace de la région ont dû être fermés. La météo printanière fait le bonheur des skieurs et planchistes au centre plein air Mont-Canasta. C'est beaucoup plus agréable de faire du ski à moins 5 degrés ou à 0 que faire du ski à moins 30. Bien qu'on préférerait plus de neige naturelle, les gens sont au rendez-vous. L'achalandage est plus élevé que l'an passé. Les normales de saison se situent à ce temps-ci de l'année entre moins 9 degrés le jour et moins 22 degrés la nuit, selon Michel Fleury, météorologue chez Environnement Canada. C'est une différence assez marquée. La quantité de neige est aussi sous les normales en Abitibi-Témiscamingue. On est entre 25 et 75 % en dessous de la normale du couvert neigeux, fait observer Mme Fleury, qui prévoit des poussées d'air froid pour la fin février. L'hiver n'a pas dit son dernier mot.
C'est le 8 février au matin qu'avait lieu la deuxième édition du Déjeuner des partenaires de la réussite éducative à la Galerie du Rift de Ville-Marie. Valérie Lalonde, l'agente de projet, a présenté les grandes lignes du plan d'action du comité local en persévérance scolaire, c'est-à-dire les projets qui auront lieu d'ici le 31 août 2024 auprès de nos tout-petits du primaire, du secondaire et du secteur des adultes. Les participants ont ensuite eu la chance d'écouter la conférence « Lâche pas, t'es capable » du conférencier Luc Bourassa. Une conférence à la fois touchante, drôle et qui a permis de belles remises en question sur nos propres pratiques. À la suite de l'infothémis d'aujourd'hui, on vous invite à rester en ondes pour écouter la présentation du plan d'action du comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue. L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec sonne l'alarme concernant la pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux. La présidente de l'organisme, Julie Racicot, indique que la situation est particulièrement préoccupante dans les salles d'urgence en Abitibi-Témiscamingue où l'absence de ces professionnels a des impacts directs sur les soins offerts aux patients. Il y a une grosse portion d'admissions à l'urgence qui sont causées par des problèmes liés aux médicaments. Le pharmacien, par son expertise et sa recherche davantage centrée sur la médication, va souvent trouver la cause de la raison de la consultation à l'urgence, qui est un médicament. Si on ne trouve pas cette cause-là, on va ajouter des médicaments ou des traitements, mais le patient va continuellement revenir parce qu'on ne résout pas son problème à la source, ce qu'on appelle le syndrome des portes tournantes. La situation ne s'améliore pas du tout. Des postes ne sont pas comblés. En Abitibi-Témiscamingue, ces postes servent à répondre aux besoins minimaux, c'est-à-dire à vérifier les ordonnances pendant les hospitalisations, s'assurer que les médicaments sont préparés et distribués de façon sécuritaire. Et ça, on n'y arrive même pas. Selon l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, 3 secteurs névralgiques souffrent présentement d'une découverte complète en Abitibi-Témiscamingue, à savoir ceux des urgences, de la dialyse rénale, ainsi que des soins intensifs et coronariens. Pour expliquer cette situation, Julie Racicot évoque notamment la compétition inégale avec le secteur privé en ce qui a trait au recrutement. En tout, 80% des pharmaciens qui terminent un doctorat professionnel à l'université vont aller travailler en pharmacie privée. La pénurie touche aussi le secteur des pharmacies privées. Dans ce domaine-là, ils peuvent réagir plus rapidement et offrir des salaires plus élevés ou des conditions de travail plus alléchantes. Dans le réseau public, c'est bien difficile de concurrencer avec ça, donc on est toujours à la remorque du privé. Au-delà de la concurrence avec le secteur privé, Mme Resco souligne qu'un travail doit être fait afin de rendre plus attrayant le programme de maîtrise en pharmacothérapie, prérequis pour les pharmaciens qui souhaitent offrir des soins spécialisés en milieu hospitalier. Des bourses sont disponibles pour les étudiants souhaitant s'inscrire à ce programme, mais sur 114 disponibles, seuls 57 ont été distribués en raison d'un manque de candidats. Lors de la maîtrise, le salaire est beaucoup moins grand. Il y a seulement une bourse d'études. On reçoit facilement moins que le tiers du salaire habituel. On fait donc des études de plus et on gagne finalement moins d'argent en bout de ligne, indique la présidente de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Pour attirer davantage de pharmaciens vers le programme de maîtrise, Mme Resco propose notamment d'investir dans le recrutement et d'améliorer les conditions de travail, de même que permettre aux pharmaciens basés en régions éloignées de suivre les cours théoriques à distance. Elle suggère en outre que les pharmaciens inscrits à la maîtrise puissent être employés par le réseau de la santé pendant leurs études, à la manière des médecins résidents qui sont ainsi rémunérés pendant la complétion de leur formation. L'Abitibi-Témiscamingue participe à la 13e semaine des régions de l'organisme provincial Place aux jeunes.
Pour l'occasion, des agents se rendront à des événements à Montréal et en Outaouais pour promouvoir la région et ses opportunités d'emploi. Les candidats qui seront rencontrés ont déjà manifesté un intérêt de s'établir dans une région du Québec. L'objectif sera donc de se démarquer tout en demeurant réaliste selon le profil du candidat. C'est vraiment de faire rayonner la région telle qu'elle est, sans artifice, résume Marion Allé, agente Place aux Jeunes pour le Témiscamingue. Les candidats auront l'occasion d'échanger avec des agents provenant de partout au Québec. Le déplacement pour assister sur place à ces événements vaut le coup. D'y aller en personne, c'est tellement important parce que quand tu as un contact face à face avec un agent Place aux Jeunes, on dirait que c'est de lui ou d'elle dont le candidat se souvient. Certaines activités à l'horaire de cette semaine visent des candidats universitaires ou des personnes immigrantes. Un moment de rencontre est prévu avec de jeunes professionnels de la santé bilingues. Ce sont des candidats intéressés par la vie en région. Au Témiscamingue, on a une communauté anglophone comme dans le secteur sud où c'est assez bilingue. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne Place aux Jeunes dans les activités de réseautage. À l'adolescence, on a comme envie de se déraciner et d'aller voir ailleurs, ça rappelle Mme Allé, qui se réjouit d'être témoin de l'appel du retour en région de plusieurs jeunes adultes. Sébastien Dastus est l'un des 20 participants de la deuxième saison de Survivor Québec. L'émission diffusée sur Nouveau en avril se tiendra aux Philippines. Le nom et la profession des candidats, 10 femmes et 10 hommes, ont été annoncés mercredi passé. Le maire d'Amos, Sébastien Dastus, devra affronter les intempéries, la faim et des épreuves d'endurance sur une île déserte des Philippines pendant plus de 40 jours. L'homme âgé de 47 ans en est à son 3e mandat à la mairie d'Amos et a aussi été réélu préfet de la MRC Abitibi en novembre dernier. La ville d'Amos a diffusé un communiqué indiquant que le maire sera absent pour une durée entre 2 semaines et 2 mois, évoquant la vulnérabilité lors de la participation à l'émission Survivor Québec. Sébastien Dastus assure vouloir faire une bonne impression pour ses proches et la population. Il veut faire parler de sa région et de sa ville. Il s'engage aussi auprès de la communauté à remettre une certaine compensation en dons à son retour. Le maire suppléant, Pierre Deshaies, relèvera quant à lui les défis à la mairie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une annonce super tripante à vous faire. J'ai été sélectionné pour participer à Survivor Québec pour la saison 2. Survivor Québec, c'est quoi? C'est une expérience de survie dans des conditions extrêmes qui se déroulera aux Philippines, lors de laquelle les habiletés sociales et physiques des 20 candidats sélectionnés seront mises à rude épreuve. Je serai appelé à me dépasser physiquement et mentalement et je devrai user de stratégies pour survivre aux éliminations afin de devenir, ultimement, le dernier survivant. Pourquoi j'ai décidé de poser ma candidature? Parce que je suis un tripeux de télé-réalité et que j'ai adoré la qualité de la saison 1. Si vous avez suivi la première saison, vous savez que c'est une expérience humaine incroyable. C'est une chance de pouvoir vivre en communauté, de repousser mes limites et de mettre à profit tout le bagage que j'ai accumulé lors des dernières années. Je suis très conscient de la hauteur de mes responsabilités. Je vous quitte quelques semaines avec le sentiment que tout est en place. Pierre Deshaies, maire suppléant, prendra le relais et comme vous le savez, il est excellent et très informé de l'ensemble des dossiers. Il sera également bien entouré par le conseil municipal ainsi que par l'équipe administrative qui est très solide. Je serai sur une île perdue, sans confort et complètement déconnecté de vous et de ma famille. Par contre, même à 13 000 km, vous serez toujours dans mes pensées, ce qui rendra l'expérience encore plus difficile pour moi. Je pars avec la détermination de gagner. La durée de mon absence reste un mystère en fonction de mon jeu. Mon séjour pourrait varier entre 2 semaines et 2 mois. J'ai très hâte de voir jusqu'où tout cela va me mener. Mais c'est clair que je me lance dans le vide sans filet. Vous devez sans doute vous demander pourquoi j'ai accepté ce défi. J'y vais avant tout pour moi, parce que je veux repousser mes propres limites et je vous rassure, je m'en vais pas là pour vous faire honte. Je vais faire parler de ma région, je vais faire parler de ma ville,
D'ailleurs, je m'engage à remettre une certaine compensation en dons pour ma communauté à mon retour. Vous me connaissez dans mes fonctions de maire. Dans l'émission, vous allez apprendre à me connaître beaucoup plus intimement. Vous allez découvrir le Sébastien au-delà du maire et du préfet. Vous allez me voir en chess, vulnérable. Vous allez me voir me pousser à l'extrême. J'espère sincèrement faire une bonne impression. J'espère aussi vous transmettre ma passion pour l'émission et qu'on crée ensemble un engouement positif autour de ma sélection. Merci de m'envoyer vos ondes positives. Je vais en avoir besoin. Puis on se revoit à mon retour. Près de 28 % de la population de la ville de Témiscamingue Shores désigne le français comme langue principale. L'identité franco-ontarienne évolue au fil des générations, mais le français persiste et demeure important pour bien des gens. Le bilinguisme, qui y est de plus en plus assumé, mais des acteurs du milieu sonnent l'alarme sur l'importance de créer de nouveaux franco-ontariens. Plus question pour les jeunes adultes du Témiscamingue ontarien de choisir un camp entre les francophones ou les anglophones. Madame Kaylin Banks, directrice générale de l'ACFO, estime que les jeunes de son âge ou un peu plus âgés vivent dans une génération plus bilingue, ce qui facilite la collaboration. Dominique Nakers, président de l'ACFO Témiscamingue, un organisme qui représente la communauté francophone de la région, est d'accord. L'identité franco-ontarienne s'inscrit davantage chez les personnes âgées, selon lui. Kaylin Banks remarque aussi que les jeunes choisissent le français principalement lorsque le contexte s'y prête. Ils affichent toutefois moins leur francophonie que la population plus âgée. Région voisine du Québec, Témiscamingue Shores regroupe depuis 2004 les villes de New Liskeard, Hellbrae et le canton de Diamond. Le français constituait la première langue parlée pour près de 28 % des 9 635 habitants, selon le recensement de 2021. Pour plusieurs, la majorité des transactions se déroulent dans la langue de Shakespeare, mais c'est le français qui est parlé à la maison. C'est un choix de parler français avec ses enfants, sa famille et ses amis. Plusieurs locuteurs de langue française affirment ne pas hésiter à lancer la conversation en français dans un magasin. Même juste dire salut, bonjour ou merci, les gens comprennent que tu es francophone. Les francophones ont tendance à parler en anglais en raison de la pression sociale, tandis que certains n'hésiteront pas à changer d'endroit si aucun employé ne peut les servir en français. Certains francophones mentionnent parfois à l'ACFO qu'il est difficile de se faire soigner en français à l'hôpital de Témiscamingue Shores. La majorité des patients maîtrisent l'anglais, mais plusieurs personnes âgées préfèrent parler dans leur langue maternelle lorsqu'elles sont malades. Autrement, les franco-ontariens peuvent trouver la majorité des services en français, qu'ils soient juridiques, financiers, religieux ou scolaires. La vigilance est toutefois de mise. Il ne faut pas penser que le fait francophone est acquis ici au Témiscamingue ontarien. Il faut toujours exiger des services en français. Des revendications ont été entreprises afin d'obtenir des services en français à l'hôtel de ville. Un certain succès a été obtenu. Quelques écoles du Témiscamingue ontarien proposent un enseignement en français allant du préscolaire au postsecondaire. L'importance réside dans l'ouverture sur le monde et transmettre la culture. La clé pour l'apprentissage d'une langue, c'est le plus jeune qu'on est pour l'apprendre, le mieux c'est. Il faut continuer à développer des francophones et il faut en créer de nouveaux, parce que si on n'en crée pas de nouveaux, à un moment donné, il n'en restera plus. Des parents unilingues anglophones choisissent parfois aussi d'envoyer leur enfant dans une école francophone pour donner ce cadeau-là à leur enfant, mais les communications envoyées à la maison sont uniquement en français. Il peut être difficile pour une petite région comme le Témiscamingue ontarien de se démarquer auprès des immigrants francophones. L'Ontario est majoritairement anglophone et de grandes villes comme Sudbury reçoivent plusieurs étudiants étrangers. L'avenir du français passe toutefois par l'immigration, d'où vient l'importance d'attirer du monde francophone ou bilingue. La communauté francophone est prête à les accueillir. Le village Noël Témiscamingue et le Festival des Folies francophones sont les plus importants rassemblements francophones dans le Témiscamingue ontarien. Certaines personnes suggèrent que de garder les jeunes en région et d'attirer des familles étrangères fait partie de la solution,
alors que d'autres proposent de poursuivre les efforts pour forger une image positive de la francophonie au sein de la population. La proximité avec le Québec aidera certainement à la prospérité de la langue. Réjeanne Bellil-Massy, présidente du Centre culturel hors thème, se réjouit de voir plusieurs acteurs du milieu travailler ensemble pour s'assurer que la langue et la culture restent vivantes, mais elle pose toutefois un bémol. Une fois que les têtes blanches seront parties, parce que ce sont eux qui ont livré la bataille et qui continuent de la livrer, est-ce que ça va continuer? On espère que oui. La quantité d'arsenic dépasse largement la zone tampon. Les résultats confirmeraient que la présence de contaminants dans la neige est élevée sur tout le territoire urbain de Rouyn-Noranda. La neige recueillie en novembre 2022 et mars 2023 indique qu'une quantité élevée de contaminants irait jusqu'à la rive sud du lac Ossisco, ce qui est à environ 2 km de la fonderie Horn et même plus loin dans la province, mentionne Daniel Green, le coprésident de la Société pour vaincre la pollution. Selon la firme Veritas, la raison pourquoi cette poussière stagne sur le sol plus longtemps en hiver, c'est que contrairement aux autres saisons, les polluants s'accumulent sur la neige au lieu de se disperser avec la pluie et le vent. La compagnie Glencore a publié un communiqué indiquant qu'elle ne commentera pas les résultats, mais qu'elle est sensible aux préoccupations de la communauté rouyn-norandienne. L'entreprise rappelle qu'il y a eu une réduction de 70 % d'émissions d'arsenic dans l'air depuis 2005, en passant de 162 nanogrammes par mètre cube en 2005 à 48,5 nanogrammes par mètre cube au troisième trimestre de 2023. Étant donné que les polluants émis par la fonderie Horn ont leur propre signature, les experts en environnement et maire au front souhaitent continuer à faire d'autres analyses. L'objectif est de savoir jusqu'où cette poussière peut aller et si des pistes de solutions peuvent être trouvées. Le groupe citoyen, qui a récemment relancé le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, soit le CRDAT, a présenté mardi passé les différents partenaires qui vont l'appuyer financièrement et moralement pour la relance de l'organisation. La Fondation Lucie et André Chagnon est le principal bailleur de fonds de l'organisation avec une contribution de 250 000 $ sur 2 ans. De nombreux établissements régionaux vont aussi appuyer le mouvement citoyen, soit l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et le Pôle d'économie sociale de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces partenaires régionaux vont offrir du temps, de l'argent ou des ressources d'une valeur minimale de 110 000 $. Lors de la conférence de presse, les dirigeants des différentes organisations disaient fonder beaucoup d'espoir en ce mouvement citoyen. Le CRDAT sera un organisme de concertation régionale où tous les citoyens pourront s'exprimer. L'organisme s'est donné 3 priorités, soit le développement d'une vision concertée, réfléchie et à long terme, la mise en valeur d'initiatives inspirantes en Abitibi-Témiscamingue et la mise en action autour d'un chantier prioritaire qui sera en premier lieu celui du logement. Maude Labrec-Denis, présidente du CRDAT, a mentionné qu'elle trouve cela merveilleux de voir à quel point les gens sont engagés, volubiles et enthousiastes par rapport à la démarche mise en œuvre. Elle croit que ça augure bien pour la suite. En décembre dernier, des élus soulevaient des inquiétudes sur la pertinence de cet organisme dans sa forme actuelle. Les élus se questionnaient aussi sur la façon de financer l'organisation. La conférence de presse se voulait également une occasion de dissiper les doutes. Il y avait un message envoyé en disant qu'on veut tous faire partie de la solution. On a besoin de nos élus, on a besoin de nos organismes communautaires, on a besoin de nos institutions déjà en place. On n'a pas le luxe de se passer d'aucune personne au niveau de la concertation. Pour nous, c'est un levier supplémentaire qui va porter une voix différente des leviers de concertation qui existent déjà. Le nouveau président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue
et aussi préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin, mentionne être ouvert à entendre les propositions du CRDAT. Maud Labrec-Denis estime que son organisation sera complémentaire à la conférence des préfets. Beaucoup de communications vont se faire par la suite parce qu'on a beaucoup d'avantages à travailler ensemble. Celle-ci signale que la priorité sera le logement, mais aussi d'aller à la rencontre des citoyens de partout sur le territoire. Un faible couvert de neige qui commence à inquiéter le domaine de l'agriculture. En ce moment, tout est sous contrôle, mais comme l'hiver est long et que d'autres grands froids vont assurément se pointer, le pire demeure à venir. Les fourrages, mais également les cultures d'automne seraient donc menacées à moyen terme. Pour Pascal Rowe, président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, dans des conditions comme celle-ci, voir des motoneiges se balader dans les champs ne représente rien de moins qu'un arrêt de mort pour certaines plantes. Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, s'est dit préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans le secteur forestier. Son syndicat représente 2300 travailleurs en région, notamment chez Produits forestiers résolus et chez RYAM au Témiscamingue. La demande du forestier en chef de réduire la récolte de bois à la suite des feux de forêt, la stratégie de protection du caribou à venir et les tables de réflexion sur l'avenir de la forêt sont autant de sources potentielles de rationalisation dans l'industrie forestière. Toutes les fois qu'on parle de perte de droits de coupe, on parle de possibles pertes d'emplois, de rationalisation dans l'industrie, de concentration. Ce n'est rien pour assurer les travailleurs forestiers. Ce qu'on souhaite, c'est un équilibre. Oui, pour une opération durable en forêt afin de maintenir des emplois pour des générations à venir. Nous sommes convaincus qu'il y a des façons de le faire en étant conforme à toutes les normes environnementales et assurer la survie de tout ça, mais en même temps, il faut être capable d'en tirer un retour économique, être capable d'assurer des emplois. Unifor presse aussi Ottawa à régler rapidement le conflit du bois d'œuvre qui prive depuis 2017 l'industrie forestière canadienne de milliards de dollars, alors qu'il lui faudrait investir dans la modernisation de ses usines. La pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans le secteur forestier ne doit pas limiter les investissements en formation et en perfectionnement des travailleurs. Tout l'impact des feux de forêt sur les communautés, les usines et les travailleurs préoccupe aussi le directeur québécois d'Unifor. S'il est en faveur du projet de loi 50, qui veut notamment créer une escouade d'intervention d'urgence pour soutenir les municipalités confrontées à des sinistres, il estime que ce n'est pas suffisant pour protéger les forêts du Québec. Ça n'adresse pas les problèmes de main-d'œuvre, les problèmes d'équipement et les problèmes d'avions au niveau de la SOPFEU, ni l'intégration d'apports supplémentaires quand il y a des crises comme on a vu l'été dernier, où il faut ajouter plein les bras avec des niveaux d'entraînement, donc s'assurer d'avoir des forces compétentes tout au long. Ça peut vouloir dire maintenir des gens compétents même si on n'en a pas spécifiquement besoin, toutes les années. La tendance des bouleversements climatiques ne va pas en diminuant et on doit s'attendre à voir ce type de saison exceptionnelle se reproduire de plus en plus souvent. Ce qui a été démontré l'année passée, c'est qu'on n'était vraiment pas prêt pour les feux de forêt. On veut s'assurer d'être prêt pour les prochains. M. Cloutier croit aussi que Québec devra faire beaucoup plus que de réinvestir 200 millions de dollars sur une période de 8 ans pour remettre en production 25 000 hectares de forêt brûlés par les feux l'été dernier. Ça touche également des enjeux de main-d'œuvre. Ce sont des emplois saisonniers. Si on veut augmenter le nombre de personnes qui vont accepter d'effectuer ce travail, il faut améliorer les conditions qu'on leur propose. Les travailleurs forestiers surveillent attentivement ce qui se passe aux États-Unis. Les Américains sont déjà insistants avec des droits monétaires sur le bois d'œuvre, mais la situation pourrait s'envenimer si Donald Trump était réélu. On donne des milliards aux Américains en surtaxe. On espère que le gouvernement va montrer des dents. On continue de gagner les recours judiciaires, mais on est encore pris en surtaxe et ce sont des sommes incroyables. Si Trump revient avec On Buy American Act,
On pense qu'il ne va pas bouger sur ces questions-là. En lien avec le projet de développement du secteur sénateur, des organismes soulèvent des préoccupations quant à l'aménagement de ce nouveau quartier résidentiel. L'organisme Les Amis du Skiwanis, qui gère un réseau de sentiers de ski de fond et de raquettes, se dit préoccupé par l'accès à ces sentiers, dont certains se trouvent dans le secteur ciblé pour le projet de développement résidentiel. Le responsable de l'entretien des sentiers de ski, Richard Allais, mentionne que ce que le club souhaite, c'est de conserver ces sentiers. C'est certain que le sentier du village, on l'oublie, parce que c'est en plein milieu du développement. C'est le sentier de la plage pour nous qui est important parce que c'est un sentier pour débutants. Alors, il y a beaucoup de jeunes familles et de personnes âgées qui l'utilisent. C'est leur point d'entrée pour aller de l'autre côté de la voie ferrée. M. Allais signale par ailleurs qu'il sera important d'aménager un nouveau stationnement une fois le quartier résidentiel construit. S'il y a un nouveau quartier, il faut qu'il y ait des stationnements prévus pour les gens qui désirent emprunter les sentiers de raquettes, sinon ils vont devoir se stationner dans la rue. Le développement du secteur sénateur préoccupe également le club motoneigiste de Rouyn-Noranda. Son président, Daniel Audy, indique qu'il n'est pas contre le projet, mais qu'il faudra veiller à maintenir des accès entre le réseau de sentiers et les commerces situés à proximité. Actuellement, les motoneigistes ont accès au Quality Inn, à la station d'essence, au Canadian Tire. Pour le club de motoneigistes, il est important de conserver ces accès-là. M. Audy fait remarquer que des amateurs de motoneige pourraient même être tentés de s'établir dans le nouveau quartier. Le club de motoneigistes est pour le projet. Il s'agit juste de s'entendre avec les promoteurs pour que ceux qui vont acheter des terrains soient au courant qu'un sentier de motoneige se trouvera à proximité de leur résidence. L'organisme Place aux jeunes en région rapporte que le nombre de migrations ratées de jeunes de 18 à 35 ans en raison de la difficulté à trouver un logement en région s'élève à plus de 700 dans l'ensemble de la province pour l'année 2023. En 2021, le nombre de ces migrations avortées s'était élevé aux alentours de 500, selon l'organisme. On voit que c'est en augmentation, a fait observer Frédéric Raymond, directeur général de la Place aux jeunes en région. Ne pas trouver de logement, c'est ça qui va les arrêter de pouvoir venir s'installer en région. Le logement, c'est un besoin de base. Si on n'a pas ça, il ne peut pas y avoir d'établissement. La difficulté de trouver des logements fait en sorte que ça limite le monde qu'on pourrait amener en région. Selon une étude réalisée par la firme Aviseo, pour Place aux jeunes, en 2023, chaque migration entraînerait des retombées économiques annuelles de 131 000 $ pour le milieu. L'organisme demande aux divers ordres du gouvernement d'adapter leurs mesures pour stimuler la construction de logements. Il faut s'assurer que les actions, les politiques et les programmes qui vont être mis en œuvre puissent être adaptés de façon locale et régionale. Il faut que les programmes, les actions qui vont être portées soient différents d'un territoire à l'autre. Bien que les autorités municipales aient peu d'autorité en matière de logement, elles ont une responsabilité en matière de réglementation. M. Raymond donne l'exemple de la tendance à favoriser la construction de petits logements. Pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, un 3,5, ça ne fait pas l'affaire. Donc, il faut que les municipalités aussi aient ça en tête et fassent en sorte que les prochaines constructions puissent répondre à une demande réelle du milieu. On remarque que l'engouement pour les régions observées pendant la pandémie est toujours présent. C'est l'entrée sur le territoire qui demeure difficile. On n'arrive pas à rattraper le nombre de jeunes qui partent avec le nombre de jeunes qui arrivent. Et la difficulté à trouver un logement n'aide pas. Les employeurs le savent. Même s'ils sont prêts à les embaucher, ils leur accordent quelques mois pour trouver un logement et s'installer. Il a été statué le 9 février dernier que les nations autochtones pourront prendre en main le contrôle des services de protection à l'enfance sur leur territoire. Pour Lucien Wabanonik, le chef de la communauté de Lac-Simon,
et Régis Penezoué, le chef de la communauté de Kitsisakik, ses jours de victoire en termes d'autonomie gouvernementale des Premières Nations. Après le dépôt de la loi C-92 par le gouvernement Trudeau en 2019, Québec s'y était opposé et remettait en doute la constitutionnalité. Après plusieurs années de négociations, c'est donc un jugement qui était attendu avec impatience chez les Premières Nations. Créé en 2020, l'organisme Mini-Obiji-Wassin, situé à Val-d'Or, a eu le mandat de rédiger une loi pour accompagner les communautés de Kitsisakik, Lac-Simon, Picogan et Long Point dans leur service de protection à l'enfance. Pour la directrice Peggy Jérôme, il était essentiel de mettre en place une gouvernance proprement autochtone et culturellement adaptée. Même si aujourd'hui les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont eu le feu vert, une collaboration du gouvernement du Québec est toujours espérée. Mino-Obiji-Wassin va donc poursuivre ses consultations avec les 4 communautés Anishinaabe de la région et compte déposer son projet de loi en hiver 2025-2026. Un nouveau type de tentative d'hameçonnage circule actuellement par message texte. Vous pourriez recevoir un message texte contenant un hyperlien cliquable concernant une infraction en lien avec la vitesse sur la route. Le ministère de la Justice du Québec demande aux citoyens et citoyennes qui reçoivent un tel message de ne pas ouvrir la pièce jointe et de ne pas cliquer sur l'hyperlien. Il demande également de ne pas transmettre cette information en aucun cas et de le supprimer. Le ministère de la Justice ne communique jamais par message texte avec sa clientèle. Si vous êtes victime d'une tentative d'hameçonnage, vous pouvez communiquer directement avec les services suivants. Le service de police local, la Sûreté du Québec au 310-4141, au Centre antifraude du Canada, le 1-888-495-8501. Vous pouvez également aviser le ministère de la Justice au 1-866-536-5140 et cliquez l'option 3. L'aide financière de Québec aux commerçants de Lebel-sur-Quévillon, durement touchés par les feux de forêt de l'été 2023, se fait toujours attendre. Plus de 7 mois après les évacuations forcées par les incendies, le maire Guy Lafrenière indique que l'aide promise sous la forme de prêts avec pardon ne s'est toujours pas matérialisée. M. Lafrenière rappelle que le premier ministre François Legault s'était engagé en juillet dernier à fournir ce type de soutien pour les entreprises ayant vraiment besoin d'aide. Il se désole des longs délais dans le dossier et fait remarquer que les aides offertes jusqu'à présent ne sont pas adaptées aux petits commerçants. Plusieurs se retrouvent dans l'incapacité de faire la demande. Un comptable est nécessaire pour les aider à le faire, mais reste-t-il qu'il faut le trouver et le payer. Un petit commerçant n'est pas trop favorable à dépenser de l'argent, surtout quand il ne sait pas s'il va avoir un retour. Il ne peut pas empirer sa cause. Notre petit commerçant est aussi important que le gros, mais le petit commerçant n'a pas fait sa demande parce qu'il n'est pas capable de le faire. Malgré les délais, le maire Lafrenière affirme qu'il ne laissera pas tomber ses commerçants et qu'il continuera de talonner les représentants du gouvernement jusqu'à ce que des annonces jugées satisfaisantes soient faites. La Première Nation Abitiwini et de Picogan reçoit 1,4 million de dollars sur 3 ans afin de poursuivre ses travaux visant à protéger l'habitat et rétablir la aire de caribous forestiers de détour Kessagami, au nord de la Sarre. L'aide financière servira à réaliser la caractérisation du territoire et des espèces qu'on y retrouve. La communauté Anishinaabe reçoit cette aide via le programme Conservation par zone mené par les Autochtones du ministère de l'Environnement du Canada. Avec les objectifs de 2030, d'avoir 30% d'aires protégées, il y a une petite course qui est en train de se créer au Québec, à savoir qui sera en mesure de déposer ses projets d'aires protégées. On essaie de récolter le plus d'informations possible dans la caractérisation du territoire afin d'avoir le plus d'éléments possible pour que ce soit un projet bien étoffé quand on va faire le dépôt de l'aire protégée.
La solution retenue pour le moment est d'établir un réseau d'air protégé totalisant environ 9000 km² plutôt qu'une seule aire protégée. Une partie du territoire est déjà située au nord de la limite nordique des forêts attribuables, ce qui la protège naturellement contre l'exploitation forestière. Il faut comprendre que si on essaie de faire un seul gros bloc qui protège tout, les différents utilisateurs du milieu risquent d'avoir des objections. Ce qu'on veut faire, c'est d'établir un réseau de 5 à 10 aires protégées. Il y en a une grande partie qu'on veut protéger, l'exclure de toute exploitation, mais on veut aussi conjuguer avec les activités économiques sur ce territoire. Les travaux prévus cette année prévoient plusieurs déplacements en hélicoptère et au printemps et à l'automne. L'équipe veut installer des pièges photographiques, des appareils photo activés par le mouvement et des enregistreurs acoustiques, surtout au nord de la rivière Turgeon. L'objectif de toute cette démarche va bien au-delà de la protection du caribou forestier. On veut que la harde actuelle puisse croître, se développer, en venir à avoir plus de naissances que de décès. Le caribou fait partie de la culture des Anishinaabe, des Abitibi-Winnik. Ensuite, c'est la terre. Ils ont besoin de tout ce qu'il y a sur le territoire et ils ne veulent pas que ça disparaisse. D'ordre général, le caribou est quand même un symbole fort pour l'ensemble du Canada. Le Québec se démarque en matière de nouveaux diagnostics du VIH par rapport au reste du Canada. Avec une moyenne de 4,9 cas pour 100 000 habitants en 2022, soit légèrement au-dessus du taux national de 4,7 cas, la province trône en troisième position derrière la Saskatchewan et le Manitoba. Comme le VIH ne fait plus vraiment peur, comme on n'en parle plus, c'est banalisé. On a l'impression que c'est presque éradiqué alors que ce n'est pas le cas. Régent Thomas est président-directeur général de la clinique L'Actuel, une référence dans la lutte contre le VIH et le sida au Canada comme à l'étranger. Depuis les années 1990, il constate que les avancées dans les traitements ont mené à une certaine banalisation de la maladie, le VIH n'étant plus mortel lorsque le patient est suivi. Même si c'est une maladie chronique, un malade qui se traite, c'est quand même une mauvaise nouvelle d'être atteint du VIH en 2024. Un Canadien sur 10 ignore être séropositif. Cela s'inscrit aux yeux du Dr Thomas dans la période actuelle d'explosion des infections transmissibles sexuellement et par le sang dans les dernières années, dû entre autres à la baisse importante de l'usage de moyens de contraception. L'utilisation du condom a diminué de façon importante. L'épidémie du VIH connaît une recrudescence partout au Canada. En 2022, 1833 nouveaux cas se sont déclarés au pays, une augmentation de près de 25 % par rapport à l'année précédente. Le Dr Thomas déplore qu'en 2024, le VIH ne soit plus une maladie pour laquelle on fait beaucoup d'efforts. Vous savez, tous les jours, il y a des campagnes de prévention à la télévision, la lutte contre le tabagisme, la lutte contre l'alcool, les drogues, les infections transmissibles sexuellement et par le sang et le VIH, c'est zéro. Parmi les traitements actuels contre le virus responsable du sida, il y a la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, un traitement préventif extrêmement efficace selon le Dr Thomas qui peut prévenir le VIH à 95 %. Cette solution demeure toutefois peu connue en dehors du centre-ville de la métropole, regrette le Dr Thomas, qui note son manque d'accessibilité auprès des médecins et de famille. Le Dr Thomas plaide pour une amélioration de l'accessibilité de la PrEP et d'une bonification des formations des professionnels de la santé. On pourrait complètement éradiquer le VIH de façon importante si on avait un meilleur accès à ce traitement-là. Dr Thomas rappelle aussi qu'il ne faut pas penser que les gens qui prennent la PrEP vont la prendre toute leur vie. Ces traitements sont sporadiques et vont souvent par phase. C'est pendant une certaine période. On va avoir mis une personne sur la PrEP pendant 2 ou 3 ans, peut-être, et on va éviter que cette personne-là prenne un traitement contre le VIH pendant 40 ans. Donc, c'est très payant de mettre les gens à risque sur ce traitement préventif.
Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à rester des nôtres après l'Infotémis pour voir la diffusion du plan d'action 2023-2024 du comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!